Bonsoir à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et bienvenue sur STRL TV. Depuis ma tendre enfance, j'entends parler de Jean-Georges Sellier. Alors Jean-Georges Sellier par-ci, Jean-Georges Sellier par-là, Jean-Georges Sellier à Saint-Raphaël, à Marseille, à Paris, à Tokyo, à Melbourne, à Berlin, à Sydney, mais enfin bon sang, mais qui est ce Jean-Georges Sellier? Alors, pour vous expliquer qui est Jean-Georges Sellier, j'ai décidé de faire un portrait de Jean-Georges Sellier avec Jean-Georges Sellier. Salut Jean-Georges. Bonsoir Greg. Alors Jean-Georges, je suis très content que tu sois à mes côtés ce soir, pour la simple et bonne raison que tu es d'habitude un garçon très discret, parce que tu as l'habitude d'être tourné plutôt vers les autres et pas trop vers toi. Donc ça t'a un peu forcé cet exercice, mais je t'ai descendu à la cave, je t'ai torturé, donc contraint et forcé, tu as accepté et je t'en remercie. Voilà, que vous soyez sportif ou non sportif, restez bien avec nous, vous allez voir que la vie de Jean-Georges Sellier est assez atypique. Jean-Georges, tu es kiné et tu sais ce que c'est qu'un échauffement. Là, comme on commence le reportage, j'avais peur que tu te fasses un claquage de l'interview. Donc on va commencer par quelque chose de très doux, tu verras. Quand je t'ai demandé si j'avais le droit de fouiller dans ton téléphone, tu m'as dit, bah allez, banco. Alors j'ai pris ton téléphone, j'ai fouillé dedans et j'ai passé quelques coups de fil. Et le premier qui m'a répondu, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'entrain, qui disait « Oui, moi je veux participer, Jean-Georges, moi le premier », eh ben, c'est un garçon que tu connais, et la seule chose que je peux dire aux téléspectatrices et aux téléspectateurs, c'est que c'est un champion du monde, en images. Bonjour, c'est Steve. Écoutez, je vais vous parler de votre invité du jour, Jean-Georges. On a une forte relation, que ce soit professionnelle et amicale. On a tout de suite accroché dès mon arrivée à Marseille. Le plus grand moment, c'est en 2018, quand à 3 mois de la Coupe du Monde, je me blesse. Et là, on fait un travail énorme pour réussir à être prêt pour la Coupe du Monde. J'arrive à la Coupe du Monde et à la fin, on est champion du monde. Donc pour ça, moi, Jean-Georges, je te remercie. Et j'apprends énormément avec lui. Donc j'ai que des choses positives à dire, même si je le charrie beaucoup, même si je le chambre beaucoup. Mais c'est parce que je l'aime aussi énormément, donc c'est pour ça que je le fais. En tout cas, Jean-Georges, je t'embrasse et merci pour tout ce que tu m'apportes. Alors, quand on voit cette vidéo, il y a deux choses qui me sautent moi tout de suite à l'esprit. C'est sur le terrain, dans les cages, c'est un monstre sacré, ce mec. Quand il a les bras écartés, on se dit, mais comment on va trouver là, on peut pas passer le ballon. Et puis quand tu l'écoutes parler, il dégage une sensibilité, une tendresse, une espèce d'élégance qui ne correspond pas du tout à son personnage. Comment il a fait pour passer de ta vie de boulot à ta vie perso, Steve? Bah déjà, Greg, merci, parce que c'est une très grande émotion d'entendre Steve. Et c'est un garçon remarquable. Pas parce qu'il a dit des belles choses de moi, mais très sincèrement, je le pense. Et je l'ai connu à 20 ans, il en a 34 aujourd'hui. Et c'est un garçon qui avait les mêmes qualités, celles que tu peux percevoir là, avec, comme tu dis, cette petite voix, il a un calme, il a une intelligence, il est capitaine depuis longtemps et il endosse toutes ses responsabilités bien au-delà du terrain. Et moi qui ai vu tout ce travail, qui ai vécu avec lui toutes ces années, c'est vraiment un garçon exceptionnel, dans le vrai sens du terme, en dehors du joueur qui est champion du monde, l'un des meilleurs gardiens français, je crois, 5 ou 6 fois meilleur gardien français de ces dernières années. Peut-être même 7 fois, il va m'en vouloir si j'en oublie une. Mais voilà. Ce que je peux dire de ce qu'il dit, bien sûr, on a vécu une très belle chose en 2018, parce que c'était loin d'être gagné, une très grave blessure quelques semaines avant. La coupe, hein. Donc on a fait un travail tous les deux. Voilà, il m'a fait une énorme confiance et on a travaillé main dans la main. Il a une énergie et une volonté considérable. Mais moi, ce que je retiens de lui, c'est que 4 ans auparavant, eh bien, il avait raté la Coupe du Monde précédente pour une fracture des cervicales au dernier match de championnat. Et là, on a passé, avec Florian Thauvin et moi, la nuit à l'hôpital avec lui. Ensuite, la rééducation pendant les vacances avec moi. On était en vacances, il venait avec moi. Et toute cette période d'ombre, toute cette période difficile, vous voyez, il n'en parle pas. Et c'est un petit peu, aujourd'hui, le paradoxe dans le sport, on ne retient que les belles choses. Mais cette part d'ombre, de souffrance et d'abnégation... Les magazines n'en parlent pas. Les magazines n'en parlent pas. Non, mais
c'est réellement son Bien sûr, vécu. bien sûr. Et quand il s'est blessé avant cette Coupe du Monde, moi j'avais ça en tête. Et l'histoire est belle pour lui parce qu'il le mérite. Alors, tu as été un peu plus que le kiné de Steph, parce que je sais que quand on a discuté ensemble, tu me donnais des exemples de la commanderie de stade d'entraînement, où Steph, le soir, c'était un jeune, qu'est-ce que tu veux, et tu le bloquais, tu te mettais en travers de la route, tu te dis, tu vas où avec ta bagnole? Tu descends, tu vas te coucher, c'est ça? Je vous livre un peu des secrets du centre d'entraînement, mais c'est justement le très bon relationnel qu'on avait tous les deux. On avait mis en place des protocoles de prévention qui marchaient bien, et puis il faut savoir lâcher un petit peu du lest, il ne faut pas être toujours sur son dos. Le fait de très bien le connaître, la confiance qu'il me faisait, me permettait, donc de temps en temps j'avais lâché du lest, mais par contre lui il devait en lâcher aussi. Et il lui est arrivé, pour des rendez-vous, alors quel qu'il soit, que je le vois s'échapper vers l'ascenseur pour gagner sa voiture. Et même si je travaillais, je disais aux joueurs, excuse-moi, 30 secondes, moi j'avais une porte au rez-de-chaussée, là où on travaillait, tout au bout, donc je sprintais, ça me faisait du bien, je sprintais, j'ouvrais la porte, et là il était obligé de passer là, la rue était étroite le long de la commanderie, je me mettais au milieu, et bon, devant de très belles voitures, il aurait pu m'écraser plusieurs fois, mais j'étais droit comme ça, et je lui disais, où tu vas? Comme ça. Et je lui dis, là on fait la séance. Alors, on fait la séance, on n'a pas fait depuis 2 jours, et très gentiment, c'est là où vraiment ses qualités professionnelles et tout. Ça a payé, il a été sérieux. Il garait la voiture, il râlait un peu, mais il venait. Donc je dois dire que voilà, il a d'énormes qualités quand même, y compris ce sérieux-là. Avec lui, c'est un gros travail de prévention. Il m'a connu, j'avais un certain âge, un certain recul, donc j'ai pu exploiter mes connaissances avec lui à fond, et il m'a fait confiance tout de suite. Ouais. Donc pendant 9 ans au club, on était ensemble. J'ai énormément travaillé sur qu'il évite de se blesser. Ça, c'est ton antidote à la fatalité des blessures des joueurs. Tu dis souvent, soigner c'est bien, prévenir, voilà, c'est mieux. Ça a été une de tes marques de fabrique. C'est notre boulot dans un club, bien sûr. Dans un grand club. On va en reparler, Jean-Georges, juste on fait un petit flashback. Toi, tu as une enfance très heureuse, très aimant et très aimé de ta maman en région parisienne, malgré un papa qui s'est échappé à un moment. Mais finalement, en fataliste que tu es, tu dis que finalement, le fait que tu n'aies pas eu ton papa, ça t'a permis de te construire différemment avec d'autres visages d'attachement, en fait. C'est quoi la valeur ajoutée, finalement? Non, la valeur ajoutée, comme tant d'enfants dans ce monde, il y en a certains qui n'ont ni père ni mère, donc je ne peux pas me plaindre. C'est que simplement qu'on se construit différemment et on va chercher ce qui manque, on va le chercher ailleurs. Donc je crois que la nature a horreur du vide et on compense tout le temps. Et donc ça a été mon cas, avec peut-être des responsabilités, peut-être plus jeune, mais bon, c'est une histoire personnelle. Mais... Et dès que tu as été ado, tu t'es dit le bonheur de ma mère, le bien-être de ma mère passe par le fait de ne pas lui imposer des problèmes de jeune, et tu as voulu vite rentrer dans tes études pour être autonome, et puis dans tes études tu t'es lancé dedans à corps perdu. Et puis tu t'es inscrit aussi pour t'équilibrer au hand et à l'athlé, c'est ça? Parle-nous un peu de cette époque. Non, avant le bac. L'histoire, oui, c'est qu'en effet, quand on a une maman qui était infirmière, qui travaillait et qui avait pas de problème particulier, mais je voulais pas être une charge pour elle, donc j'ai eu cette responsabilité très jeune. Et justement, l'athlétisme, pourquoi? Parce que c'était un sport où je pouvais aller à pied, qui ne coûtait rien, et donc voilà ce qui m'a orienté vers l'athlétisme, alors qu'elle aurait voulu que je fasse du tennis. Et pour moi, je trouvais que c'était un sport onéreux, donc je m'y suis refusé jeune, alors que je l'adore aujourd'hui, ce sport. Et voilà. Et ensuite, le handball est venu parce qu'au moment du bac, j'étais en sport-études athlétisme, je me blessais. Et donc, pour ne pas échouer au bac, j'ai arrêté l'athlétisme, où je m'entraînais quand même beaucoup, pour un sport qui était un peu moins exigeant. En 77, tu réussis ton bac avec brio, et là, tu rentres à l'EFOM, l'école française d'orthopédie et de massage, et là tu vas faire une rencontre exceptionnelle. On peut dire que c'est même ton Pygmalion, presque un mentor. Parle-nous de ce monsieur Dolto, qu'on connaît tous en fait, parce que c'est le chéri de Françoise Dolto, la pédopsychiatre, et puis le papa de Carlos. Qu'est-ce qui t'a donné ce monsieur? C'est un monsieur qui avait introduit la médecine de rééducation. Il était russe d'origine, et ce monsieur, quand je l'ai connu, était très âgé. Il ne nous faisait pas réellement des cours, il nous faisait que des conférences, c'était son école, et moi il m'a imprégné tout de suite d'une grande simplicité,
d'une grande croyance dans la valeur de la rééducation et dans le pouvoir de la rééducation. Lui, c'était le mouvement est correcteur. On soigne le mouvement, on ne soigne pas un patient, et c'est dans l'étymologie de la kinésithérapie, donc ça m'a énormément appris. Et puis surtout, au-delà de tout ça, quelque chose qui m'a énormément plu et imprégné à l'époque, c'est l'aspect psychologique et mental de notre métier, avec ce qu'on peut avoir, je dirais, en influence ou sur les gens, et en particulier au moment où les gens vont mal. Et ça, de toujours respecter, de toujours savoir, être là, mais rester à notre place. Et cet homme a été pour moi, je l'ai peu connu, puis il est décédé assez tôt après mes études, mais il m'a vraiment marqué. Et encore aujourd'hui, je peux dire que je suis dans sa lignée de pensée. Dès que tu as fini tes études de 3 ans, tu deviens kiné. On ne va pas dire les résultats, mais bon, bref, parce que tu ne le veux pas. Mais tu intègres un centre de rééducation à Valenton, qui s'appelle le centre des Charmilles. Tout va bien, tu es kiné, tu joues au hand en 2e division, tu es au taquet, ta vie d'homme, la camaraderie, tout va bien. Et un soir, tu rentres chez toi, tu habitais chez ta mère, et ta mère te met une avoinée. Explique-nous pourquoi elle a reçu un coup de téléphone. Qui était ce monsieur ? Alors oui, je l'ai mérité, cette avoinée, comme tu dis, Greg, tu es bien renseigné, parce que j'avais à l'époque quelques clubs qui m'appelaient. Il y avait Nantes, il y avait Pessac à côté de Bordeaux, il y avait Trèbes à côté de Carcassonne. J'en oublie un autre. Non, il y en avait encore un autre, et Saint-Raphaël. Et les autres n'ont pas appelé beaucoup, mais je ne rappelais pas. Et puis Saint-Raphaël, Monsieur Audin, le président, a appelé et n'a pas lâché. Jusqu'au jour où ma mère a dit ça c'est pas correct ce que tu fais, il faut absolument que tu le rappelles. Parce qu'elle l'avait eu au téléphone. Elle. Ah oui, elle l'avait eu peut-être 5-6 fois. Elle l'avait trouvé bien sous tout rapport. Mais oui, et là je pouvais plus, donc j'ai pris mon téléphone et ce monsieur Audin a changé ma vie puisqu'il je disais non parce que j'étais heureux, jeune, l'insouciance me gagnait parce que les études étaient finies, j'avais fait mon service militaire, je rentrais dans la vie et j'étais un petit peu libéré de beaucoup de choses. Et là, il a su trouver les mots en me disant ne me dites pas non, Jean-Georges, venez à Saint-Raphaël venez me rencontrer, venez goûter, nous rencontrer. J'ai eu la chance à l'hôpital de bénéficier de possibilités de formation considérables. J'en ai profité. Ça a été pour moi, je les en remercie encore, une grande période. Et le professeur Bousquet, qui était un pont de la chirurgie orthopédique française, venait opérer à l'hôpital Bonnet. Comme moi, j'étais déjà plutôt orienté orthopédique, j'étais toujours dans le service et tout, et que les chirurgiens avaient une très bonne relation avec moi, et bien il m'avait présenté Bousquet m'a demandé de faire le suivi de ses patients post-opératoires, et puis donc du coup le professeur Bousquet m'a amené au bloc avec lui. Il se reposait un petit peu, il était parti à 3h du matin de Saint-Étienne, il se reposait un petit peu, et le soir il me disait Jean-Georges, ce soir je fais une conférence à Nice, est-ce que vous voulez venir? Hop, bien entendu j'y allais, et donc j'ai pu bénéficier vraiment du savoir d'un homme exceptionnel. Et comme le professeur Jäger, qui est devenu un ami et que j'ai, grâce, je vous le dirai, à des gens de Saint-Raphaël, dont le docteur Fichez, j'ai eu la grande chance de pouvoir vraiment m'imprégner de leur savoir et d'apprendre à leur côté de façon extraordinaire. C'est le professeur Jäger qui m'a appris, le professeur Bousquet beaucoup plus sur le genou, mais Jäger sur le genou, la pubalgie, c'était un maître, un précurseur mondial. Le professeur Maréchal est un grand physiologiste belge que j'ai rencontré tout à fait par hasard à Paris, où j'étais venu écouter une de ses conférences, et qui elle m'a subjugué, mais c'était un savoir de laboratoire, très éloigné du terrain, de la préoccupation de terrain. Et il se trouve qu'après la conférence, j'ai pu lui parler. Et là, ça a été un moment inouï de ma vie. Encore aujourd'hui, si j'ai autant travaillé sur les lésions musculaires, si j'ai cette méthodologie sur les lésions musculaires, je lui dois énormément parce que ce monsieur, qui m'avait appris beaucoup sur le fonctionnement pendant sa conférence de la cellule musculaire et tout, là s'est tourné vers moi très très gentiment. Il m'a dit mais vous m'intéressez parce que vous avez les athlètes, mais vous alors vous. Et là on a échangé et ça a été une chance inouïe parce que je me suis rendu compte, et il me l'a dit, lui il avait ses rats, il avait ses laboratoires, mais il n'avait pas la matière humaine. Et on a eu
un échange qui a duré très longtemps, qui a été pour moi très constructif, qui m'a appris énormément et qui m'a validé une méthodologie de travail, parce que en effet les lésions musculaires étaient quand j'étais athlète un fléau, et l'étaient toujours quand je suis sorti kiné. Toi, tu quittes Bonnet, tu arrives à Boulouris, au centre Watteau, qu'on connaît maintenant sous le nom de CERS. Tu es toujours le même homme, mais tu as évolué, tu n'es plus tout à fait le même kiné. Tu vas mettre en place tes spécificités sport du CERS, mais tu traverses, tu vas au Krebs aussi, oui. Tu rentres au pôle athlétisme France, au pôle tennis, et c'est là, justement au contact des athlètes et des sportifs, que tu vas dresser finalement un premier constat un peu alarmant. Bon, on peut le voir comme ça, on pourrait le voir encore en 2020 comme ça, il suffit de prendre l'équipe et puis de voir le nombre de récidives qu'il y a en athlétisme et dans le football et dans d'autres sports. Et ça, j'avoue que, étant issu de l'athlétisme, je me suis, je ne veux pas dire refusé tout de suite, mais en tout cas vraiment interrogé. Ça, c'est un peu la valeur ajoutée d'être sportif moi-même. J'ai trouvé que s'il était inadmissible, moi je venais de finir mes études, je réfléchissais et je disais, c'est simplement impossible. Toute ma génération, on était des sprinteurs, où j'étais au sport-études, avait été blessé, en particulier aux ischio-jambiers, et ça continuait. Et j'avoue que, voilà, je n'ai pas dit, bon, c'est une fatalité, on n'y peut rien. Bon, je me suis dit, voilà, ça me paraissait anormal, il faut trouver une solution. Donc j'ai eu la chance, j'avais la matière athlétique avec les plus grands athlètes français, qu'ils soient juniors, enfin tous les meilleurs sprinteurs coureurs de haie français. Et puis les entraîneurs qui avaient mon âge, Guillaume Tanon, des jeunes entraîneurs qui étaient devenus un très grand entraîneur français. Michel Loury, qui était aussi ton prof. Michel Loury, qui lui était d'une autre génération, qui avait été, alors lui vraiment je lui dois beaucoup parce que c'est lui qui m'avait fait confiance au sport-études, qui m'avait entraîné et tout, qui m'a amené en équipe de France. Et donc, mais lui adhérait totalement, parce que quand on est entraîneur, on subit ces choses-là. Et ils étaient contents que je pense qu'il y ait un kiné qui s'investisse à fond. J'étais très copain avec tous les médecins, et là aussi, je les ai poussés, c'est-à-dire que je les ai amenés dans ma réflexion, et j'ai eu la chance, voilà, de pouvoir réunir à la fois les athlètes, les entraîneurs, la réflexion avec moi, le médical, avec qui j'étais, voilà, je baignais, et j'avoue que là, j'ai fait, oui, je pense qu'à mon petit niveau, oui, j'ai pu faire avancer un peu les choses. Si un joueur soigné aux ischios se reblesse au même endroit, c'est de la faute du kiné, ce n'est pas bon. C'est vrai, c'est clair. Et tu dis même que il n'y a pas de fatalité, tu dis même que s'il y a reblessure, c'est pas de la faute du joueur, c'est presque de la faute du kiné. C'est une façon de considérer la kinésie complètement différente. Non, mais là, et Greg, je peux te le dire encore aujourd'hui en 2020, et j'espère encore continuer quelques années, j'ai encore bien envie de continuer. C'est clair, dans mon esprit, le monde médical accepte bien trop facilement justement des récidives, alors que non, c'est à nous de faire le travail nécessaire, justement, avec les connaissances que j'ai pu acquérir auprès de Maréchal, que j'ai pas acquérir auprès du professeur Jäger, qui m'a raconté sa première, il était jeune chirurgien, alors que c'est devenu un des plus grands chirurgiens du monde. Et bien, sa première, l'une de ses premières interventions musculaires, c'est son maître à l'époque, on connaissait pas bien le muscle, il lui dit, va voir ce qu'il y a, nettoie-moi ça. Et quand Jean-Henri Jäger me raconte cette chirurgie, eh bien, la kinésithérapie doit justement éviter d'en arriver là. Donc c'est une route, la voie est limpide. C'est-à-dire que quand on ne fait pas les choses, on en arrive à la chirurgie, mais si on fait correctement les choses, on met les choses... C'est qu'on a l'impression que la kinésithérapie dans nos têtes, c'est du curatif alors qu'elle peut être préventive. Alors elle doit être préventive, ça c'est... Mais quand on va voir un kiné aujourd'hui, c'est parce qu'on est blessé. Oui, mais non, ça doit être préventif, en particulier chez le sportif, mais aussi chez le travailleur, mais aussi chez la personne qui a un travail de bureau, qui se tient mal. On peut corriger énormément de choses. Il n'y a pas le corps d'un sédentaire est le même qu'un sportif. C'est ce tu as d'ailleurs, toi, continué, alors on ne va pas tout dire de ta carrière, mais tu as continué, toi, tes diplômes, et tu es tombé dans le domaine du dos, et tu as mis en place des façons de travailler pour les personnels hospitaliers. Oui, bien sûr, ça c'est apprendre la prévention des maladies
dit du dos dans le monde hospitalier ou dans le monde des travaux publics, enfin partout il y a une pénibilité, mais ça c'est encore autre chose. Ça m'a beaucoup servi après parce que énormément de lésions musculaires dépendent du dos, et là je fais des travaux là-dessus auprès de l'équipe de France d'athlétisme, auprès des joueurs de football, et la prévention de beaucoup de choses au niveau du dos, il se passe énormément de choses et c'est très intéressant. Alors cette façon de voir, de considérer la kinésithérapie excessive, pushing, elle va exploser aux yeux de tout le monde par l'intermédiaire d'un certain Jafet Endoram de l'AS Monaco qui vient taper à ta porte parce qu'il est au plus mal. Oui, Jafet, c'est une belle rencontre. C'est un homme vraiment remarquable. Un grand monsieur, en dehors d'être à l'époque le meilleur joueur du championnat de France. C'était le plus gros transfert entre Nantes et Monaco. Il était à Monaco, mais ce garçon avait un genou excessivement abîmé. On essaye avec Olivier, le docteur Fichez Raphaël, de faire des belles choses, mais on ne fait pas des miracles. Mais donc quand je l'ai reçu, envoyé par l'AS Monaco, on avait déjà pas mal de joueurs, on était déjà... et donc on nous adresse Jafet. Et l'anecdote pour Jafet, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, il a continué de jouer, mais le genou était excessivement abîmé. Mais l'anecdote, c'est que le deuxième jour, il était uniquement en transit, il faut le savoir. Il me l'avait envoyé parce ils avaient une semaine, ils ne savaient pas quoi en faire, avant qu'il parte dans un centre de rééducation que je ne citerai pas, mais qui était sur la Manche. Et donc on me demande si je peux le prendre une semaine. Je dis mais bien entendu, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez, l'anecdote, c'est que le deuxième jour, bon, là je livre un peu des secrets, hein, mais bon, il y a prescription. Oh, c'est sur STL TV, ça reste entre nous, on est 119 000 dans la caverne. Le deuxième jour, il prend le téléphone, pas très loin de moi, donc j'entends. Et il se trouve qu'il appelle le président de l'AS Monaco de l'époque, directement le président, même pas le médecin, il l'appelle et il lui dit on oublie, et maintenant, moi je reste à Saint-Raphaël. Il ne veut pas monter en la Manche, il veut rester là. Il veut plus monter. Et donc ça a été là aussi très rapidement, deuxième jour. Donc mais un témoignage, je l'ai pris comme un grand témoignage de confiance. Bien sûr. Et j'ai essayé de lui rendre cette confiance en le soignant avec mes compétences de l'époque le mieux possible. Olivier aussi s'est beaucoup investi sur Jafet parce qu'il le méritait. Tu nous as parlé d'Olivier Fichez. À cette époque-là, on t'envoie tous les problèmes possibles et imaginables de tous les grands joueurs européens, même les arbitres d'ailleurs, et tu formes un binôme avec professeur Fichez qui est extraordinaire. Présente-nous rapidement monsieur Fichez. Le docteur Olivier Fichez, qui est pour moi déjà une personne exceptionnelle, un homme exceptionnel lui aussi. Raphaëlois, et qui a un petit peu le même parcours parce qu'il a étudié à Paris, mais il est brillantissime, il est très très connu et il a des qualités humaines nettement au-dessus de la moyenne. C'est vraiment un homme remarquable et puis tout simplement c'est un grand médecin. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu cette spécialité? Et c'est vrai qu'on a eu quelques années très 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 difficiles avec énormément de cas très complexes, bien parce que les choses se construisent petit à petit et on a eu la confiance des chirurgiens, la confiance des clubs, la confiance des agents, la confiance des joueurs. Et puis, au fur et à mesure, quand on ne sait plus vers qui se tourner, on pense à Saint-Raphaël. J'ai écrit quand on s'est vu, qu'il soit joueur, entraîneur ou médecin, tous comprennent vite que les prestations de Jean-Georges ne se limitent pas à recevoir un joueur, le soigner et le renvoyer, mais bien de l'accompagner de la table d'opération à la pelouse. J'ai marqué, il existe un effet Jean-Georges. Et j'en veux pour preuve, Jean-Georges, la liste des athlètes qui tapent à ta porte. Écoutez ça, messieurs, dames. Magdalena Maneva, on ne la connaît pas trop, mais il lui a sauvé sa carrière et j'ai une tendresse particulière pour cette fille, on va en parler. Djibril Cizé, Olivier Capot, Jean-Alain Boumsong, Dado Perso, Chabani Nonda, Gaël Monfils, je continue. Richard Gasquet, Michael Liondra, Jimmy Vico, Ladji Koukouré, Emmanuel Petit, je continue. Steve Mandanda, Alain Bogossian, Florian Thauvin, Bafété Commise, les frères. Enfin, il y en a des centaines. Et il y en a un que tu as sauvé, dont tu as sauvé la carrière 2 fois de suite, avec 2 jambes brisées, que j'ai trouvé dans ton téléphone portable. Je l'ai appelé et il voulait te faire un petit message. Bon, c'est Djibril. Alors, je vais vous parler de cette personne qui est très très importante pour moi, qui est Jean-Georges Sellier. Voilà, Jean-Georges m'a clairement sauvé 2 fois. Parce que mes 2 rééducations de mes tibias péronés, c'était avec lui. Il m'a connu au plus bas physiquement, parce que quand je l'ai connu,
C'était au CERS à Boulouris avec la troupe Olivier Fichez et Jean-Georges Cellier qui m'ont remis sur pied, mais plus particulièrement Jean-Georges parce qu'on passait beaucoup plus de temps ensemble et ça a vite accroché parce qu'on avait beaucoup de gens en commun et beaucoup de passions en commun, et surtout cette passion qui est la passion de bien faire et de faire les choses correctement et avec le cœur. Donc on s'est vite liés d'amitié et voilà, on a surmonté un problème, donc la première jambe. Après, ma deuxième jambe est revenue aussi, donc on a défié la médecine encore une fois en 2 fois 5 mois et demi, 6 mois, donc très 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 rapidement. Et après, même une 3e fois, hein, on a fait un 3e coup de magie, c'est après ma prothèse de hanche, et du coup j'ai fini en Suisse à 27 matchs en 24 buts. Alors Jean-Georges, tu sais, moi, tout l'amour que j'ai pour toi, toute la reconnaissance que j'ai pour toi, un grand merci pour tout, et à très vite dans d'autres conditions, parce que les blessures, ça ira pour moi, ok. Donc à très vite, hein, pour un match de tennis ou autre chose. Mais voilà, encore un grand merci. Et Jean-Georges, tu sais que tu es une des personnes très 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 importantes pour moi, que ce soit dans ma vie sportive parce que tu m'as remis sur pied bien sûr, et dans la vie aussi de tous les jours parce que tu es devenu un ami. Alors grand bisous, merci pour tout et à très vite. Ciao, ciao. Greg, tu vas me faire pleurer bientôt, tu vas mettre les larmes aux yeux là, quand même, hein, parce que là là tu vas me mettre vraiment les larmes aux yeux là, parce que c'est des témoignages, c'est énormément de choses qui remontent. Djibril est un garçon, on s'était connu bien avant, hein. Je l'avais soigné jeune et quand il était en équipe de France Espoir, et j'avais vu à l'époque un garçon très intelligent, bien avec une image en décalage par rapport à son image publique de l'époque, qui était celle qu'il voulait donner, hein. Il n'y a pas aucun jugement, mais un garçon profond. Et j'avais vu lors de la première rééducation, je me souviens, la première fois que je l'ai fait sauter, là j'ai dit, là il se passe quelque chose, tu as affaire, et pourtant j'avais soigné 2 grands triple sauteurs français qui avaient un record du monde, l'autre record d'Europe du triple saut, donc les détentes je connaissais un peu, mais là j'ai vu une matière inimaginable, inouïe, et bon, on a cheminé ensemble jusqu'à ces 2 grands épisodes de ces 2 fractures qui ont été quand même invraisemblables pour lui, parce que c'est pas des petites fractures, c'était des fractures assez... Il avait le body de Carl Lewis un peu, non? Assez terrifiante, en plus costaud. Djibril est très très costaud, et la hanche c'est un pari, parce que c'est lui qui a voulu tenir le pari, il dit qu'on a fait ensemble, non. Par contre je l'ai accompagné, parce que connaissant son caractère, je préférais cadrer la chose, on a travaillé là aussi avec le chirurgien, et ça a été l'occasion vraiment de belles choses ensemble. Et tu les as canalisés, malgré son caractère, oui, malgré son caractère, j'avoue, il m'a fait une confiance aveugle. Et Djibril, qui pouvait râler quand c'était une série de 20, c'était pas 19. C'était 20, à 17 il commence à râler, mais la confiance qu'il me faisait a fait que moi je me suis engagé avec lui parce que je savais qu'il allait me suivre. Pendant sa convalescence, il y a une idée qui naît dans son esprit et qui naît dans la tienne et qui va se transformer en réalité. Tu vas devenir pour la première fois de ta carrière le kiné d'un seul homme, Djibril Cissé, qui signe à Marseille. Et comme il signe à Marseille, toi tu t'approches du Vélodrome. Pape Diouf, ça fait déjà 5 ans qu'il te harcèle, tu avais toujours refusé, on va en reparler tout à l'heure, tu lui as fait péter les plombs à Pape Diouf, on est d'accord. Et là, tu te fais un peu piéger en faveur de l'OM. C'est-à-dire que comme tu viens comme kiné perso, ils te disent restez Jean-Georges, restez, clac, ils t'ont verrouillé, t'as fait 10 ans. C'est ça un peu la vérité. On peut voir les choses comme ça. Ils ont voulu l'intégrer alors qu'il était à Liverpool, et là, après la première jambe, 3 semaines après, il gagnait la Champions League. Il jouait la Champions League finale, il a gagné. Ça, c'était invraisemblable. Il a une force invraisemblable mentale. Et pour la deuxième, pareil, on était bien en avance et tout. Et donc là, dès qu'il a commencé à courir, le club nous a appelé, l'a appelé en lui disant voilà, pour l'ambiance et tout, on aimerait que tu finisses avec le groupe. Et donc, bien sûr, moi j'ai dit mais bien sûr, Djibril, il n'y a pas de problème. Nous, on a fini notre travail. Et je l'ai accompagné. Je lui ai dit écoute, je viens 2 jours, le temps de faire la transmission.
Bon, déjà à ce moment-là, je suis resté 2 mois. 2 jours, je suis pas bon. Mais ça s'est très bien passé. Et j'en profite pour dire, pour ceux que ça peut intéresser, la rééducation de Djibril n'a rien de particulier. Un jour, j'étais derrière une dame au bureau de tabac, et la pauvre avec sa canne et tout, elle dit au buraliste, c'est pas une inventée, c'est la réalité. Elle dit au buraliste, ah, regardez comment il soigne, un grand champion. Et moi, j'ai la jambe comme ça, on me soigne pas. Et Djibril Cissé, lui, il est déjà. J'étais juste derrière. Quand elle s'en va, le buraliste, il rigole parce qu'il savait que c'était moi qui l'occupais. Et il n'y a aucune particularité. On soigne tout le monde pareil. La jambe de Djibril, je l'ai soignée comme j'aurais soigné la jambe de cette mamie. La seule particularité, et ça, c'est quelque chose qui est le plus important, c'est que comme c'est un athlète exceptionnel, dès quasiment le premier jour, je reste toujours un peu de vacances après l'opération, il faut considérer tout le reste du corps pour que ça ne lâche pas à la reprise. C'est ça la difficulté d'une rééducation chez un joueur comme Djibril Cissé, c'est de penser, on ne se focalise pas que sur la jambe, il y a un travail considérable, mais il y a un travail considérable de prévention sur tout le reste. Pour être tout à fait exact, en 2008, quand tu intègres l'OM, peu de temps avant, Lagardère t'appelle parce qu'il monte son team tennis avec au profit de tous les grands joueurs de tennis français, et tu vas prendre sous ta coupe à l'entraînement un jeune Biterrois dont tout le monde s'accorde à dire qu'il a son revers n'a d'égal que celui de Roger Federer, et qui s'appelle Richard Gasquet. Je l'ai appelé. Voilà, je connais Jean-Georges depuis, ça fait depuis 2007 qu'il a été au team Lagardère, donc c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, c'est très très important. Un kiné, on sait que dans une équipe, dans une carrière pour un joueur, c'est capital, quoi, surtout avec le sport de haut niveau. C'est le diagnostic, il a toujours été excellent, il s'est jamais trompé. Donc on a eu des blessures difficiles avec lui. J'ai dû soigner une pubalgie ça a été compliqué. Donc voilà, Jean-Georges, il est très fort, quoi. C'est un des meilleurs kinés que je connais. Et j'en ai connu beaucoup. J'ai quand même une longue carrière et tout. Donc voilà, Jean-Georges a toujours été là pour moi. Il est toujours proche des joueurs. Je pense qu'il y a énormément de joueurs qui le respectent, que ce soit dans le foot, l'athlétisme, le tennis. Il connaît énormément de monde aujourd'hui, beaucoup de monde de tous ces sports, parlant bien de Jean-Georges. Donc c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Voilà, qui est toujours là pour moi, pour les autres joueurs aussi, pour les joueurs de foot, comme Steve et tout, Florian Thauvin aussi. Donc voilà, Jean-Georges est important dans une carrière importante pour moi, et comme je vous l'ai dit, c'est surtout un mec top, quoi, très fort, pas d'erreur. Voilà, chaque fois qu'il y a une blessure à soigner, il est là, et on travaille à chaque fois très très bien. Bon, par contre, c'est pas un bon joueur de tennis. Ça, je sais pas si vous pouvez le mettre dans l'émission, mais il est vraiment très très mauvais, il a très très peu de talent. Donc voilà, il est un peu lourd aussi. Un peu lourd, ça c'est le problème, c'est ce que on peut rien faire pour lui. Ce Richard Gasquet, il t'adore. Qu'est-ce qu'il est venu te voir, lui? Il était blessé gravement, ou comment ça se passe? Il était jeune, hein? Oui, Richard, je l'ai connu à l'époque, il était jeune, dans le team Lagardère, et je suis très proche de Michael Laudrat, que j'ai connu très jeune à 14 ans, et avec qui j'ai eu une relation professionnelle extraordinaire. Lui aussi m'a fait énormément confiance, et une très très belle. J'ai partagé sa carrière magnifique. Il m'a amené à Wimbledon, aux États-Unis. Enfin, j'ai eu la chance de partager des grands vestiaires avec ce garçon. J'ai eu aussi Sébastien Grosjean, Nicolas Escudé, beaucoup qui sont passés par ici, pour lesquels j'ai eu pas mal de travail. Et Richard, à l'époque, était un jeune joueur. Je m'en occupais bien sûr au niveau de la prévention, mais voilà, comme à l'époque nous avions Gaël, mon fils, dans le team, on avait Julien Beneteau, Édouard Roger Vasselin. Et Richard a eu besoin de moi il y a quelques années, là, parce qu'il avait une pubalgie. Il a souffert d'une pubalgie, et on a renoué, et puis depuis on se quitte plus. Donc c'est... T'as pas la même relation avec Steve et Djibril, quoi? T'as un peu le même style de relation? Oui, parce que Richard est un garçon très attachant, très professionnel. Voilà, donc ça colle bien entre nous. Voilà, et moi je fais mon travail du mieux que je peux avec lui, avec les connaissances que j'ai à mon âge, et puis on s'entend bien. Alors tu parles de connaissances. Il y a un moment où ton sens de la transmission a commencé à te chatouiller un peu, et ça tombait bien parce que tu es contacté par des facultés, celles de Nice et de Marseille. Et qu'est-ce que tu vas enseigner là-bas? Qu'est-ce que tu vas donner comme conseil, comme référence à ces kinés, à ces médecins?
En toute modestie, il faut transmettre ce qu'on connaît le mieux. Donc à l'époque à Nice, c'était pour les kinés qui se spécialisaient en kinésithérapie du sport, pour des techniques de contention, de strapping. J'ai eu le plaisir de faire ces cours pendant longtemps, c'était très intéressant. J'ai enseigné aussi au Crêpes de Boulouris pour les BE métiers de la forme, c'est-à-dire les jeunes qui sont aujourd'hui dans les salles de sport. Pareil, un travail passionnant. Olivier aussi donnait des cours et moi j'insistais sur le côté pratique. Qu'est-ce qu'il pouvait faire à partir d'une pathologie quand il conseille quelqu'un qui veut se remettre au sport. Donc ça, c'était vraiment un travail passionnant. Et puis depuis 7-8 ans, la faculté de Marseille pour les médecins qui se spécialisent en médecine du sport ou les kinés qui font kiné du sport. Les médecins, ça fait 7-8 ans, les kinés, ça fait 2 ans. Et c'est passionnant parce que au début, c'est un chef de service qui m'a contacté. Je disais, mais qu'est-ce que je vais leur apprendre? Et puis il m'a dit, détrompez-vous. Il m'avait entendu à un congrès dans votre domaine. Et moi, je leur parle des lésions musculaires, de la pubalgie, des problèmes de dos, essentiellement. Et de la prévention. Et ça se passe bien. Ah, bien sûr, le message de prévention. Et à chaque fois, et quand tu rentres dans un amphithéâtre bondé, est-ce que tu as une petite pensée pour Dolto ou pas? Oui, parce que quelque part, oui, bien sûr, mais il m'a formé, je dirais, à la simplicité. Il m'a formé aussi à l'efficacité. Et je crois, on me demande tout le temps, et de plus en plus, mais de faire des cours, mais parce que moi, je ne parle pas de la théorie. Bien sûr que je l'ai appris, la théorie. Je continue d'apprendre la théorie et de m'enrichir de ce qu'amènent les autres. Mais moi, je leur parle de mon vécu de rééducation, et je peux parler au jour le jour, par exemple, des ligamentoplasties du croisé, dont je fais des cours aussi. Quasiment au jour le jour, je peux parler de l'évolution et des objectifs. Donc on a bientôt des kinés qui vont dire, ou des médecins qui vont dire, moi j'ai été formé par Jean-Georges. Non, je sais que t'aimes pas ça. Il faut beaucoup de modestie, mais alors, non. Tu sais transmettre ton savoir, mais tu sais aussi transmettre ton amitié. Et puisque je disais tout à l'heure à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs que tu t'es beaucoup tourné vers les autres et finalement tu t'occupes pas trop de toi, alors c'est moi qui vais m'occuper de toi ce soir. Et je voulais te faire une petite surprise. Je suis gâté, Greg. Et puisque tu parlais de transmission, il y a quelqu'un à qui tu as transmis ton amitié et qui te l'a transmis aussi. Le temps que je suis un peu déstabilisé parce que Nathalie, notre directrice de production, est en train d'ouvrir la porte. C'est bon, voilà, tu peux te retourner. Patrick Cavrivière. Oh, voilà. Patrick. Il y a le Covid. Sinon, je le serrerai dans mes bras, bien sûr. Allez, alors, Patrick, c'est une amitié de 35 ans. Hein. Et c'est pour ça que je l'ai vite appelé. Je sais, tu m'en as souvent parlé. Et si des joueurs de tennis regardent cette émission, une sérieuse équipe de double, on vous attend. Patrick, je suis très content que tu sois avec nous sur le plateau, parce que finalement, c'est pas étonnant que vous connaissiez l'un et l'autre, dans le sens où vous êtes tous les deux des gens discrets, vous tracez votre route, puis vous êtes des sportifs. L'alchimie, alors c'est quoi l'amitié? C'est pour moi, c'est pas que la déconnade et le sport, c'est aussi s'intéresser à l'autre, le connaître, le supporter aussi de temps en temps. Pour vous, l'alchimie s'est opérée, mais pour autant, est-ce que tu connais la date de naissance de Jean-Georges? La date, non. Je suis très mauvais en date. Je sais qu'il est plus âgé que moi. Non, il est né en 58, voilà. Printemps 58. Printemps 58. Son poste d'handballeur, parce que toi tu étais handballeur aussi, son poste c'était quoi? Gardien de but, non? Non, il était à une aile, j'étais à l'autre, c'est pour ça qu'on a accroché tout de suite. Voilà. On s'est connus à la Potinière. Moi je jouais modestement en National 3, lui en National 2. Il venait sur Saint-Raphaël pour descendre d'un cran. Par contre, avec la qualité de vie et le bonheur qu'il a eu de vivre à Saint-Raphaël, je pense qu'il n'a pas regretté, quoi. Merci Monsieur Audin. Merci Monsieur Audin. Merci Monsieur Audin. Il y a des fois où ça a fighté. Votre plus grosse engueulade, c'est quoi? Jamais. Alors c'est très drôle parce que on va être très franc. On s'adore en fait. On s'adore. C'est clair. J'ai une dent contre lui. Voilà. Un dossier. Mais un petit dossier. Parce que tout le monde se rappelle de l'année 93. Bon, oui. Moi c'est l'année de naissance de ma fille, donc je peux pas oublier. Tout le monde se rappelle de France-Bulgarie. Oh oui. Ginola. C'est la faute à Ginola, Cantona, ceci à cela. Et du coup. Tout le monde a oublié l'épisode de France-Inde en Coupe Davis. Et là, moi, j'ai envie de dire, il faudra demander à Jean-Georges pourquoi il a peut-être
une rue à son nom à New Delhi. Peut-être une rue à son nom à New Delhi. Et il va vous dire, parce que oui, tous les joueurs de tennis l'adorent et tout, mais à un moment donné, ils ont eu un petit peu une dent contre lui. Explique-nous, parce que moi, en 93, je me rappelais pas, j'étais au club. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'est une belle amitié. Ouais. Il n'a jamais changé, un garçon d'une gentillesse remarquable. Et voilà, on a tout de suite accroché tous les deux. Il n'a pas changé. J'ai soigné ses enfants petits. On a du plaisir à partager. Hors caméra, tu me disais qu'il avait pris un petit coup de vieux. La vie et du sport. À quelques mois près, parce que moi c'est au printemps, lui c'est à l'automne. Donc mais enfin il m'a accablé, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé contre l'Inde alors? L'Inde, c'est aujourd'hui encore la plus belle émotion de ma vie, de ma carrière professionnelle, en dehors de ma vie privée, mais professionnelle, où Pascal Alusec me demande d'être le kiné de réserve si jamais une équipe a besoin de kiné. Alors bien sûr, la France, ils en avaient à pléthore. Mais ça se passe à Fréjus, c'est ça? À Fréjus, aux arènes. Et l'Inde, on m'appelle en début de semaine. Et je rencontre d'abord Leander Paes, que je soigne et tout, ça se passe très bien. Il avait 18 ans, donc il est en pleine forme. Et puis tout de suite, il me dit, Jean, est-ce que tu restes avec nous? Je dis oui, bien sûr. Il appelle Ramesh Krishnan, qui lui était un joueur de 32 ans, avec une lésion aux abdominaux 4 jours avant, face à Cédric Puin à Bachtat. Donc bon, je soigne avec mes principes de lésion musculaire, je soigne son abdos. Puis le lendemain, il est content, et puis on continue. Puis arrive, il me dit, reste avec nous, bien sûr. Donc je suis dans le vestiaire, l'ambassadeur, tout, il fait sortir tout le monde, je reste avec lui en permanence. Et puis tous les matchs, il les commence très mal. Il perd toujours les 2 premiers sets. Premier match, il le perd d'ailleurs. Le double, une catastrophe, il le perd. Mais Paes fait des exploits. Henri Lecomte tient l'équipe. Et moi, je leur remonte un peu le moral. Et je m'occupe toujours de mon Krishnan. Et puis... Mais devant les téléspectateurs des arènes? Discrètement. Non, discrètement. Moi, je restais dans le vestiaire, dans le bungalow. Voilà. Non, personne ne m'a vu. Bon. Et puis, le dimanche, eh bien, Paes fait encore un exploit. 2 points partout, France-Inde. Arrive Ramesh contre Rodolphe Gilbert à l'époque. Le 5e point. Il perd 2-0. 2-7-0. 2-7-0. Et il remonte 2-7 partout. 4 partout, la nuit tombe. Moi, je me préparais à faire la fête avec les bénévoles et tout, avec Pascal et tout. Puis là, Ramesh, il vient me voir, il me dit, Jean, tu restes avec moi, bien entendu. Donc, je reste avec lui le temps qu'il fasse la presse et tout. Il est minuit, on est dans la chambre d'hôtel. Et là, je dis à sa femme, qui était à côté, qui parlait un peu français, mon anglais était moins bon que maintenant, mais bon, je me débrouille un petit peu, donc un peu de français, un peu d'anglais, et je lui dis, est-ce que demain, il compte faire la même chose que ce qu'il a fait les 3 premiers jours? C'était violent. Oui, parce que j'étais très jeune, lui, il avait été numéro 4 mondial, adversaire de McEnroe et tout, c'était quand même une personnalité du monde du tennis. Et puis là, je me souviens, ça m'a fait un choc, je pense que ma tension n'est jamais montée de ma vie aussi haut. Le gars, il se retourne, Ramesh, il se retourne sur la table de massage, et là, il dit à sa femme, il parle à sa femme, et là, elle me dit, demain, il fera ce que tu voudras. Début du match midi, donc j'ai tout timé pour à 11h20, j'avais prévenu l'intendant, il faut que tout soit prêt parce qu'à midi moins 4, on va arriver, il sera en nage et tout. J'avais dit à Leander, même si tu fais la fête ce soir, demain je veux que tu sois avec moi. Attends, c'est quoi ton plan? C'est-à-dire que les gens sont dans les tribunes, allez la France, tout le monde est debout, il y a 2-2, il y a 4 partout. On sait que lui il fait des entames de match catastrophiques, mais toi tu as commencé le match 2 heures avant. Bien entendu. En coulisses. Non, enfin, en coulisses. C'était ça ta technique, de le faire transpirer? L'amener excessivement prêt, réactif, comme Gaz a dit, je l'ai vu faire des choses qu'on n'a jamais vu. Oui, et moi je lui hurlais dessus, je lui faisais des exercices de 5-15, de 15-15, mais des choses qu'il n'avait jamais fait, il n'y avait pas ce qu'il poussait. Derrière moi, quand je me retournais, j'avais le capitaine de l'équipe de Coupe Davis, Monsieur Kumar, l'ambassadeur, j'avais les remplaçants de l'Inde, je n'osais même plus me retourner, et à un moment je criais tellement que là, tout le staff de l'équipe de France sort. Là, j'ai eu un petit moment de solitude. J'avais repéré une petite pelouse entre nos bungalows et là arrive monsieur Agelower, Dominguez, tout le staff. Alors là j'ai eu un petit, alors je pouvais plus regarder derrière, je pouvais plus regarder sur le côté. Donc je les pousse, ils sortent, je m'occupe de rien, on trace, on va au vestiaire, je les suis, tout était prêt, ils se changent et ils rentrent sur le court. Et bien sûr les Indiens me disent viens Jean-Jean, je dis oh là surtout pas. Et donc moi je reste, je reste au milieu là, au passage et je voyais juste le filet. Et c'est Ramesh qui sert 0,30. Ben, je dis bon, j'ai raté mon boulot. 30A, 40-30, jeu Inde. J'ai dit bon, ben là 5-4, déjà 5-4. J'ai dit déjà, comme il perdait tout le temps son service tout le temps, j'ai dit bon, ben là maintenant, même s'il perd, au moins j'ai fait mon boulot. Et puis Rodolphe Gilbert, il tourne, Rodolphe Gilbert,
Ramesh était un diable et il a gagné 6-4. Alors, il vient de me chercher. Pascal m'en a toujours voulu parce qu'il me dit on n'aura plus jamais la Coupe Davis à cause de toi. Parce qu'il me dit comme dans le monde du tennis, on est très superstitieux, c'est foutu, tu m'as foutu le truc en l'air. Et ils sont venus me chercher. J'ai pas voulu aller sur le terrain. Et c'est Ramesh qui, après s'être congratulé avec tout le staff, est sorti en courant et m'a fait un témoignage. Pour ça, je te dis, j'étais jeune, c'est une émotion pour moi que je garderai au fond de moi. Et encore aujourd'hui, quand je rencontre Paes, il me dit Ramesh, je t'attends en Inde. Et il m'a sauté dans les bras et tout. Et après, j'ai fini la soirée avec eux. Mais pour l'équipe de France, c'était un désastre. Hein. Ah oui, oui. Tout était calculé. Les Indiens ne jouent jamais sur terre battue. Ils jouaient sur terre battue. Enfin, tout à fait. C'était programmé pour gagner. Ils n'avaient pas un joueur en dessous de la 200e place mondiale. Nous, on en avait 5 dans les 5 premiers. Il y avait Santo, il y avait Lecomte. Donc tu l'as fait la gueule combien de temps? Non, je dis la boulette quand même. En 2003, toute la saison, toute l'année, on a eu avec le docteur Fichez un gros boulot sur beaucoup d'auxerrois. Et on a tenu Olivier Capot une bonne partie de l'année. Il souffrait d'une lésion importante et il était ici plusieurs semaines. Et moi, je le tenais en lui disant, mais regarde, il était démoralisé. Je lui dis, regarde, Auxerre gagne en coupe, tu vas jouer la coupe. Bon. Et en demi-finale, il se qualifie. Olivier m'appelle à minuit. Il me dit, on est en finale. La finale ne se joue pas si t'es pas là. Je lui dis, Olivier, c'est un honneur que tu me fais, c'est gentil, je serai à la finale. Et puis, quelques semaines après, à 3 semaines et demie de la finale, c'est Guiraud qui m'appelle personnellement et qui me dit, voilà Jean-Georges, est-ce que vous pouvez recevoir un de mes joueurs ? C'est une lésion importante, sa saison est finie, je n'aime pas avoir les joueurs blessés qui restent dans l'effectif. Et donc, on voit arriver avec le docteur Fichez, ce joueur, une très grave lésion musculaire. Jean-Alain Boumsong. Pour pas le nommer, bon, puisque tu donnes le nom, Greg, voilà. C'est important parce que la chute elle est belle. Donc, avec Olivier, on fait notre boulot de diagnostic, alors qu'à Auxerre, il l'avait condamné. Et donc, et moi, la rééducation. Et puis, assez vite, ça se passe très bien. Assez vite, je le remets sur le terrain. Donc, je rappelle à Auxerre, en disant, écoutez, que votre médecin valide la fin du travail, maintenant, récupérez-le. Et donc, je me retrouve à Paris. Une belle soirée du mois de mai, extraordinaire, avec un maillot d'Auxerre sur les épaules. Au Stade de France. Au Stade de France. Et puis, Jean-Alain est titulaire, plus tous les autres que nous avions soignés avec Olivier. Et puis, donc déjà, c'est quand même une émotion de le voir sur la pelouse. Oui. Bon. Déjà, de le voir qu'à la deuxième mi-temps, il est toujours là, c'est déjà aussi une petite satisfaction. Avec Olivier Fichez, vous l'aviez remis debout en quoi? 5 semaines? 3 semaines? 3 semaines. 3 semaines, d'accord. Il a juste une semaine d'entraînement là-bas, bon. Et puis, 75e minute, là, quand même, je me dis, ça commence avec la fatigue et tout, on l'a quand même eu longtemps en rééducation. 80e, 85e, là, j'ai le cœur qui accélère un peu, parce que je me dis, à tout moment, ça va relâcher. Combien il y a au score? Il y a 1 partout. But de Djibril Cissé, et je crois Ronaldinho en face. D'accord. Qui avait marqué. Et puis, 1 partout, et puis, 93 ou 94e minute, là, je me souviens pas bien. Je sais pas ce qu'il faisait dans la surface, notre Jean-Alain. Peut-être qu'il pouvait plus justement revenir. Il devait avoir trop mal aux jambes. En tout cas, il se retrouve au 2e poteau. Un long ballon, reprise de volée. Il le met au 1er poteau et il donne la Coupe de France à Auxerre. Donc là, quelque part, petite émotion. C'est notre travail. Avec Olivier, on l'a fait des dizaines de fois sur des joueurs de promotion d'honneur, de 3e division. On a toujours le plaisir, quand les gens retrouvent le plaisir du terrain et de jouer. Nous, on fait que notre boulot. Là, quand ça touche un garçon comme ça, on a quand même quelque part la satisfaction de voir tellement de bonheur qui est généré, parce qu'il a mis le feu à la moitié du Stade de France. Bien sûr. C'était une émotion pour les Auxerrois invraisemblable, et j'avoue pour moi aussi incroyable. Comment vous fêtez ça derrière? 2 heures après, vous vous retrouvez? Non, alors là, c'est ce qui est assez rigolo, c'est que juste avant, on m'avait présenté M. Pape Diouf, juste avant le match. C'est une soirée assez mémorable pour moi, parce que dans les coulisses, c'est là il a commencé à dire avant le match, voilà. Je vais être patron du Vélodrome. Je l'ai jamais dit, je pense à personne. En effet, juste avant, il m'a proposé, parce qu'on soignait beaucoup ces joueurs sans savoir que c'était les siens d'ailleurs. C'est des agents que je connaissais bien, puisqu'ils venaient à Saint-Raphaël, qui m'ont dit Monsieur Pape Diouf veut te rencontrer. Donc je l'ai rencontré juste avant le match. Et là, après avoir discuté un petit peu avec moi, il m'a pris à l'écart, il m'a demandé, il m'a dit Jean-Jean, je voudrais que vous veniez à l'Olympique de Marseille. Alors qu'il n'était pas président mais ce soir-là. Et bon. Donc voilà. Pape Diouf, Boumsong dans la lucarne, et Giroud. Non, là, j'attends la célébration, puis je m'en vais du stade. Tranquillement, je sors du stade, et là mon téléphone sonne,
Et c'était Olivier qui m'appelle et qui me dit mais t'es où? Ben, je dis je suis sur le parvis, je m'en vais. Comment tu t'en vas? Mais on t'attend. Et comment on m'attend? Il me dit oui, mais Giroud il veut que tu sois dans le bus avec nous. Je dis comment dans le bus avec vous? il veut que tu sois dans le bus avec nous. Mais je dis qu'est-ce qu'on va faire? On va au Paradis Latin. Pointe-toi, porte-toi. Donc je me retrouve dans le bus, on arrive au Paradis Latin, et là, on va dire, avec l'Inde, deuxième grande émotion de ma vie. Là, j'ai eu les larmes aux yeux et c'est chose invraisemblable. Giroud prend le micro? Non, Giroud prend pas le micro. Il y a 3 tables, la scène est à droite, moi je suis à la table du fond, et puis je vois Giroud qui se lève, monsieur Hamel, le président d'Auxerre de l'époque, et puis je vois tous les joueurs que j'avais soignés dans la saison, avec Olivier. Mais il n'y avait pas que les stars, Cissé, Capot, Boumsong, il y avait Jaurès, il y avait un autre joueur qui s'appelait Recordé, bon, ils se reconnaîtront, et puis là ils font un cercle. Alors moi je vois ça, puis au bout d'un moment le cercle il s'ouvre et il m'appelle. Et là, vraiment un moment incroyable, ouais. Ils m'ont inclus dans le cercle, j'étais en face de monsieur Hamel, et monsieur Hamel m'a dit des choses, mais vraiment qui me sont allées droit au cœur, quoi. C'est-à-dire qu'ils t'ont presque donné un morceau de la coupe, quoi. Oui, monsieur Hamel m'a dit, ces mots, il est décédé l'année dernière, et ce monsieur Hamel m'a dit, Jean-Georges, je tiens à vous remercier au nom de la Auxerre, et je tiens à vous remercier au nom de tous mes joueurs présents ici, de ce que vous avez fait pour eux. Et là, moi, je lui ai dit, mais j'avais les larmes aux yeux. Hein. Il me serrait les joueurs, et j'aurais dit, je n'ai fait que mon travail. Et vos joueurs ont été courageux, vos joueurs ont été formidables. Et après, donc, ils m'ont fait participer, mais je ne suis pas monté sur scène. Ça, c'est Patrick qui... 31 mai 2003. Est-ce qu'il a... quand vous étiez gamin, vous vous donniez un surnom ou pas? Moi je l'ai toujours connu avec les cheveux blancs, donc le surnom non, parce que Jean-Georges c'était très chic quand on avait 25 ans, il faisait aristocrate. Mais après je sais que comme il a soigné beaucoup de joueurs en Afrique et tout, c'était The White Man. Ah ouais? C'est vrai ça? C'est vrai? Il connaît beaucoup de ma vie, Patrick. C'est quoi? C'est parce que tu participes à la CAN, c'est ça? Oui, j'ai eu le bonheur d'être convié à être le kiné de l'équipe du Ghana. Ouais. Et là-bas, dans le stade, les joueurs m'ont fait un accueil extraordinaire, de confiance et tout. Bon, le staff, pareil, ils m'ont intégré à la fois aux prières. C'est aussi très émouvant de voir la vie d'un vestiaire comme ça, africain. C'est merveilleux. La musique, l'ambiance qui est exceptionnelle. Il y a une chaleur humaine incroyable chez eux et je les en remercie. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Et puis le public, les petits-enfants et tout, et les grands aussi, ils m'appelaient Mr. White. Donc ça, mais voilà, c'était mon surnom tout le temps. Mr. White, Mr. White. Bon, il y avait des milliers de gens au bus et tout, et c'était sympa. Voilà. C'est quoi son... Enfin, il y a des gens qui vont bondir derrière la caméra. C'est quoi son club de cœur? C'est plus l'AS Monaco ou c'est plus Marseille? C'est quoi? Deuxième grain de sable entre nous. Je rêverais qu'il dise que c'est l'OM, mais je crois qu'il a vécu des émotions extraordinaires en Turquie. En Turquie? Mais il sait tout, Patrick. Mais non, pourquoi Turquie? Forcément, j'ai déjà les 2 clubs qui m'ont fait confiance et qui m'ont embauché. Pour l'AS Monaco, j'ai une tendresse particulière et je suis toujours... et puis avec Olivier Fichez, on a soigné tellement de joueurs de l'AS Monaco qu'on est attaché à ce club. L'OM, on les soignait avant que j'y sois. J'ai fait 10 ans là-bas. 10 ans, c'est une tranche de vie importante. Je n'ai que des amis au club, dans les stadiers, dans l'administration, auprès des joueurs. Donc j'ai une affection particulière pour l'Olympique de Marseille, c'est clair. Même si je ne suis pas Marseillais, mais je me suis donné corps et âme à ce club. Pourquoi il dit Turquie alors? Parce que j'ai eu la chance d'aller en Turquie quelques mois et là-bas j'ai appris beaucoup de leur civilisation, de leur façon de vivre, de l'approche, religieuse, culturelle, qui à mes yeux a été extraordinaire. Moi, j'ai pas énormément voyagé, mais ils m'ont vraiment conquis. Et puis, j'avoue que le public du football là-bas est un public extraordinaire. Ah ouais, t'as pris une gifle là-bas? J'ai assisté à des Galatasaray Fenerbahçe en étant impliqué avec un joueur de chaque côté. C'est invraisemblable. Ah ouais. C'est au-delà du Vélodrome. Le Vélodrome en fusion, c'est c'est la même chose. C'est mais on trouve l'équivalent. Et eux, ça rythme leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont le football chevillé au cœur. C'est vraiment... mais gentiment. Je dirais très gentiment. Alors, Patrick, quand il accorde un peu de détente à ses soignés, comme on les appelle, ces joueurs de foot ou d'autres athlètes de haut niveau, et quand il est à Saint-Raph, la détente, ça passe souvent par une partie de tennis, chez toi,
Et tu peux me faire la liste des joueurs, des athlètes de Jean-Georges qui sont venus chez toi au tennis? Bah, c'est terrible parce que des fois, il en profite d'avoir un coup de fil pour souffler un peu quand le match est un peu difficile. Excuse-moi, j'ai Richard avec ça. Dans la liste des joueurs, on ne peut pas la faire. Il a eu une vie extraordinaire parce qu'il était vécu des moments de sport par procuration de façon incroyable. Alors, on ne peut pas faire la liste des joueurs qu'il a soignés ou qu'ils ont soignés parce que elle est trop longue. Tu ferais mieux de faire la liste de ceux qu'il n'a pas soignés. Ah, c'est bien vu. Pourquoi tu dis on? Parce que toi, tu m'as fait une surprise, on s'est retrouvés là ce soir. Ouais. Moi, j'en ai une autre de surprise avec quelqu'un qui lui est très très cher, aussi bien en amitié qu'en business, en boulot, en travail, en soins. C'est un garçon extraordinaire, c'est mon ami aussi depuis plus de 30 ans. Alors Nathalie, Olivier Fichez. Voilà, vous allez me faire pleurer. Là, les larmes vont venir. Là. Après Djibril, après Steve, c'est Olivier Fichez qui sort de consultation, qui va retourner juste après. S'il n'y avait pas le Covid, je le sarrerais fort contre moi. Olivier, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, mais c'est un homme. Alors, je parlerai du médecin après. Je vais déjà vous parler de l'homme. Il est comme Patrick, il n'a pas changé. C'est un homme extraordinaire, de qualité humaine, une philosophie de vie, une intelligence au-delà très nettement au-dessus de tout le monde ici, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, et puis c'est un médecin que j'ai eu la chance de côtoyer professionnellement pendant tant d'années et qui m'a appris tellement de choses et avec lequel j'ai pu soigner dans les meilleures conditions. On a eu des cas très difficiles, on a transpiré tous les deux et on a toujours cherché des solutions, on les a souvent trouvées et Olivier y est pour beaucoup et sait aussi remarquablement donner confiance aux gens et il accorde la même importance à n'importe qui. On a beaucoup de champions du monde chez nous, qu'on a soignés, mais la grand-mère de Patrick ou la grand-mère de copains à nous, il passe autant de temps, autant d'acuité, autant de gentillesse, et ça, c'est au-delà de mon ami, c'est quelqu'un que je respecte, j'ai un respect pour lui invraisemblable, et c'est rare dans une vie de rencontrer quelqu'un qui a autant de qualité qu'Olivier. Tu le mets avec les Audin, les Bousquet, les Farison, les Jaeger et tout ça. Non, mais c'est différent parce que nous, c'est une collaboration, je dirais presque quotidienne et pendant des années quotidiennes, une collaboration profonde. Il m'a convié à des tas de conférences, d'enseignements. Je vois sa valeur dans le monde médical. Ça va bien au-delà de tout ça. Audin, je lui dois mon changement de vie, monsieur très honnête, ça n'a rien à voir. Bousquet m'a appris énormément de choses, mais rien à voir. Olivier, le professeur Jaeger m'a appris énormément, mais grâce à Olivier. Mais Olivier, je dirais, là, quelque part, et fait la synthèse de tous ces gens-là en une seule personne. Alors, je peux me permettre une réflexion. Tu dis que tu as assisté à beaucoup de congrès, mais il a aussi donné beaucoup de conférences, parce qu'il est arrivé à un tel degré d'acuité et de performance au niveau médical. Du côté de la faculté de Nice, de Marseille. Il y a quelques éducateurs fonctionnels qui viennent l'écouter quand il parle d'une thématique. Non, c'est gentil. Et Olivier, à votre poste, est-ce que vous sentez que dans sa façon de faire avec les athlètes, il y a un effet Jean-Georges spécial ou pas? Ou c'est pas de la magie parce qu'il demande de l'engagement, mais il y a une façon de faire particulière? Alors, il y a un effet Jean-Georges, effectivement, mais c'est pas de la magie, c'est trois composantes majeures, à mon avis. D'abord, le travail. Le travail, c'est un garçon qui travaille énormément. Dernièrement, on a eu un travail à faire sur le ligament croisé. Je lui ai donné un dossier pratiquement gros comme le Brexit, à peu près 3000 pages, qui s'est envoyé intégralement pour ensuite faire une conférence sur le ligament croisé. Donc il y a le travail d'abord. Deuxième élément, il y a l'humanisme et la compassion qu'il a par rapport aux gens. Cette espèce de faculté de relationnel qui est extrêmement importante chez lui, cette gentillesse, et qu'il les accompagne dans l'épreuve médicale, mais également autour de l'épreuve médicale, parce que le sportif, c'est une intégrité non seulement médicale, mais également dans la vie de tous les jours, et les problèmes psychologiques que peuvent avoir ces sportifs-là, il les accompagne. Et puis, il est intelligent, tout simplement. Il est intelligent et il intègre toutes ces données qui sont à la fois la résurgence de la science médicale, mais également de l'humanisme. Jean-Georges a un avis diagnostique qu'il exprime, moi j'écoute. J'écoute et je suis capable de changer mon axe diagnostique parce qu'il a une telle expérience, il a aussi un tel vécu, une telle sensibilité par rapport à la blessure, il a un tel recul par rapport à ces lésions-là, que c'est pas que
D'accord, d'un côté, thérapeutique de l'autre. On agit communiquez. en symbiose, c'est une symbiose. Olivier est adorable, mais c'est lui qui a un savoir médical inouï et qui dépasse largement même ce qu'on soigne. C'est-à-dire moi, mes compétences d'orthopédie, Olivier a une science médicale élargie, ce qui fait aussi peut-être qu'il est rare dans ses connaissances et que c'est un bonheur de travailler avec lui parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Greg, en un moment à Saint-Raphaël, on a reçu beaucoup de cas très compliqués pendant une dizaine d'années. On va pas dire que ce soit des échecs ou des récidives, ou de cas graves, et on était confronté à ça. Il fallait trouver des solutions. C'est pas seulement une technique médicale, c'est pas seulement un diagnostic médical, c'est pas seulement une thérapeutique, c'est aussi un humanisme et une empathie par rapport aux gens qui sont autour. On a eu parmi nos champions du monde des garçons qui sont en fin de carrière. Une fin de carrière, c'est une véritable mort. C'est une petite mort. Oui, bien sûr. Avec tout le contexte psychologique, on rentre dans la vraie vie et on sort de ce star system. Jean-Georges n'abandonne pas ces joueurs-là. Il continue sur ce chemin qu'il a eu d'humanisme et de compréhension de la psychologie du joueur. Ça, c'est capital. Et toute la carrière qu'on a eue ensemble, en symbiose, je ne l'ai jamais vu faire défaut à cette qualité. Jamais. Juste en quelques secondes, ce qui m'a plus ému, moi, Patrick, dans la carrière, c'est tout simple, ce qui m'a le plus ému dans la carrière de Jean-Georges, c'est qu'un jour, un coin de table, il m'a dit, tu sais, tu connais cette Magdalena Maleva? Je lui ai dit non, je ne connais pas. C'était une joueuse de tennis célèbre qui a fait le top 20 mondial et son encadrement l'a mis sur le banc parce qu'elle ne pouvait plus bouger son épaule et ça faisait 1 an qu'elle n'avait pas pris une raquette dans la main et elle s'en est remis à Jean-Georges. Jean-Georges l'a repris en main, Olivier. 2 mois après, elle reprend l'entraînement, elle gagne le tournoi de Moscou qui est chez les femmes, c'est dans le top, et sur sa route, elle met la misère à Venus Williams, Lindsay Davenport et Amélie Mauresmo. Ça, c'est ce qui m'a le plus ému dans ta carrière, cette gamine. Tu as fait comme Djibril, tu l'as sauvée. Une connaissance, un travail acharné, c'est un humanisme par rapport aux joueurs, et puis une connaissance aussi de la spécificité du sport. On a parlé du football, mais le tennis, Richard Gasquet, etc., toute la bande des tennisman, c'est quand même impressionnant le nombre de joueurs qu'il a pris en main, avec à chaque fois ce côté médical, spécifique, technique, une mécanique à réparer, mais aussi une psychologie à reprendre en main. Encore une fois, le tennis, c'est un sport terrifiant, parce que tu gagnes seul, tu perds seul, donc tu es vraiment dans cette espèce de bulle, et si quelqu'un ne va pas chercher dans ta psychologie la manière de positiver, tu as beau être le meilleur, tu ne l'es plus, et ça, Jean-Georges sait le faire. Jusqu'à un moment donné, il a géré pendant à peu près 6 mois ici, Djibril Cissé, et il a fait non seulement son travail médical, mais également tout le suivi en boîte de nuit avec Djibril, ce qui était quand même extrêmement difficile. Désolé, je l'aurais pas fait. Alors, là, il balance les gros dossiers. Il était la réserve, c'était ça, la réserve à l'époque, non? Non, c'était l'été, c'était des boîtes ouvertes, très agréables. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'à l'époque, Djibril est un garçon adorable, mais c'est quand même difficile à gérer. Et donc Jean-Georges le prenait en charge techniquement avec la rééducation, tout ce que ça comporte, mais il n'avait pas de temps de récupération nocturne. Parce qu'ensuite il récupérait Djibril à 2 heures, avec les antennes de Kirou qui étaient derrière comme pour savoir exactement ce qu'il en était. Donc il avait à charge plusieurs responsabilités. C'est drôle. On l'a tellement vu déambuler dans les rues effectivement de Saraf, Djibril. Oui, il m'attaque sur ce petit dossier, ce qui est vrai. Je peux vous dire par contre qu'Olivier sévissait lui beaucoup dans les temps off. Il amenait beaucoup nos athlètes en VTT. Et il les a beaucoup surpris. On avait pourtant des grands champions qui ont eu du mal à le suivre, en particulier quand il fonçait dans un petit lac. Il faisait un petit saut avec son VTT et les gars se demandaient si c'était du cochon. Il était obligé de suivre. Il a failli en noyer d'ailleurs 1 ou 2. Donc voilà. Il n'était pas VTT électrique en plus. Non, il a des très bonnes jambes, attention. Donc il envoyait un petit dossier sur moi, sur les sorties nocturnes de Djibril, mais il en a aussi quelques-unes dans les phases off. C'était sympa. C'était une histoire d'ailleurs très drôle parce que c'était Dado Perso. Et Dado Perso est un kamikaze, un joueur exceptionnel avançant de Croatie. Et puis je lui dis, mais tu me suis, moi tu me suis. Et moi j'avais pertinemment l'intention de plonger dans le lac avec mon vélo. Et je plonge dans le lac et lui il était tellement dans ma route, il me dit, mais tu es complètement fou. Et paf, il tombe derrière. Et il y avait un type qui était d'une intensité incroyable, le 3e, qui avait le temps de freiner. Et nous on était dans la flotte avec nos vélos, etc. Puis il nous dit, je peux sauter? Alors nous on dit, vous pensez, il y a du fond, tu peux y aller.
Donc il saute, et là, comme dans les dessins animés, Toujours, il n'y avait pas de fond. une petite île, ça, et l'ado me dit, toi, c'est toi docteur, toi va chercher le sang. Et le mec était tellement dense. Un grand joueur. On a failli perdre un grand joueur. Tellement dense physiquement, il ne savait pas nager, il me demandait, est-ce que je peux sauter? Sous-entendu, il n'y a pas de fond, je peux y aller. Bien sûr, bien sûr. Il y a du fond, tu peux y aller. Et donc on a... Le sketch. C'était un géant de foot, c'était quoi? On le connaît, de foot. C'était qui? C'était qui? On peut À pas dire. l'époque, mais il avait signé au Barça à l'époque et tout, c'était une grosse responsabilité. Mais on a eu quelques moments dites-le comme nous, ça c'est qui? de regarder. Non, on peut pas. Olivier, quand vous voyez Jean-Georges rester 10 ans sur le banc de l'OM, alors bien sûr, dans le cœur, c'est waouh, l'OM, mais est-ce que vous le préféreriez pas libéré d'un club au profit du tout venant, en fait? Excellente question. Non, mais est-ce que quand il s'enfonce pas dans un club, même s'il donne deux trucs? Ça me fait mal au cœur. Parce que de voir une telle compétence confrontée à seulement 20 joueurs, j'ai eu le même réflexe, et je lui ai dit en face au médecin du PSG, Eric Roland, qui était un chirurgien magnifique, avec un humanisme magnifique, de le voir rentrer et s'occuper que de 30 joueurs, alors que ce gars a une compétence chirurgicale exceptionnelle, et d'amener la bombe de froid, etc., alors qu'il est un spécialiste du ligament croisé en chirurgie, c'est un peu frustrant. Alors, magnifique pour les joueurs. Quelle chance ils ont eu d'avoir Jean-Georges. Quelle chance le PSG a eu d'avoir également Eric Roland. Ah, tu vois, t'as remarqué, je parle de Marseille et de PSG. Bien, les querelles de clocher, il faut faire attention. On a tenu les conflits. Et donc, effectivement, ta question est absolument pertinente. Ouais. Et c'est pour moi toujours un regret de se dire, c'est un peu dommage d'avoir une telle compétence et de ne pas pouvoir la diffuser plus loin. Eh ben, c'est ce que j'ai pensé en passant du temps avec Jean-Georges. C'est ce que j'ai pensé profondément au fond de moi. Merci Patrick, merci Olivier, merci Jean-Georges. Je sais que tu es un garçon, tu n'avais pas envie de venir, c'est moi qui t'ai torturé. Tu m'as mis à l'aise, tu m'as fait deux magnifiques surprises. Patrick a beaucoup participé. Des gens qui comptent beaucoup pour moi et ils le savent. Et puis des témoignages aussi que j'ai eu merveilleux. Donc merci de m'avoir mis en lumière parce que bon, avec Olivier, on n'est pas voué à ça. Mais bon, de temps en temps, voilà, il m'a poussé, je l'écoute beaucoup. Donc, et au-delà de tout, on est vraiment amis. Voilà, c'est ça. Et avec Olivier, quand on parle d'équipe, là, avec lui, bah, voilà, je pourrais aller au bout du monde parce qu'on a travaillé en équipe sur n'importe quel dossier. Bah, avec lui, j'ai presque un paratonnerre. Hein. Donc après, c'est presque facile de faire de la rééducation quand on a tout checké et qu'il est passé avant. Je le renvoie juste. Je fais le diagnostic et après je suis tranquille. Parce que lui, jusqu'à la pelouse. Je tire les bénéfices. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous soyez sportif de haut niveau ou alors simple sportif amateur, que vous n'aimiez pas du tout le sport. Ces deux garçons, plus la présence de Patrick, eh bien, nous font aimer le sport. Merci à Yvan Glazian, notre spécialiste du sport sur la chaîne. Merci à Nathalie Alminana, notre directrice de production, et derrière la caméra, notre directeur et non moins caméraman Christian Alminana. C'était un reportage sur Jean-Georges Sellier. N'oubliez pas, la terre est ronde, le ciel est bleu, la mer est belle. Excellente année à vous et à très bientôt sur les antennes de STRL TV. Merci pour cette belle surprise, ces émotions. Merci STRL TV.